Mesdames, Messieurs, chers amis, il est bientôt l'heure de clôturer cette 16e édition des Entrepreneuriales. Et pour clôturer cette journée, il est de tradition, depuis quelques années, de faire appel à un conférencier de renom, un grand témoin qui fait autorité dans son domaine. Cette tradition, nous avons pu la mettre en place et nous avons pu la perpétuer d'année en année, grâce au soutien indéfectible de nos amis de la tribune Bulletin Côte d'Azur et de son président, Philippe Léon, que je vous demande d'applaudir pour le remercier. Je voudrais juste remercier toutes les équipes de l'UPE 06, emmenées par le président Philippe Renaudy et le directeur général Julien Rira, toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis quelques semaines pour organiser cette journée et pour qu'elle soit une réussite. Je crois qu'elle a été, je crois qu'on a battu le record de fréquentation. Pour présenter celui que vous attendez, notre prestigieuse invitée de ce soir, j'appelle à mes côtés Philippine Léon, directrice générale de la tribune Bulletin Côte d'Azur. Merci Bruno. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents si nombreux ce soir, parce que c'est avec vraiment une grande joie qu'on vous accueille donc à cette conférence de clôture des Entrepreneuriales 2017. Donc, Tribune Bulletin Côte d'Azur, en 2 mots, c'est votre hebdomadaire économique local. C'est une édition papier, évidemment, tous les vendredis, mais pas que. C'est aussi une édition numérique enrichie de beaucoup de contenus vidéo. Ce sont un site internet, une appli web et encore beaucoup de choses qui nous permettent de nous positionner comme un média multicanal au service de l'information économique de notre département, au service de la vie des entreprises. Donc Tribune Bulletin Côte d'Azur, c'est aussi une équipe, c'est aussi une rédaction. Chaque semaine à vos côtés, qui est là pour parler de vos entreprises, de vos actualités, de vos projets et de vous, vous qui faites le tissu économique de ce département. La tribune, c'est aussi de belles rencontres, des rencontres inspirantes, et avec aujourd'hui donc parmi nous la présence d'un intervenant qu'on ne présente plus, Monsieur Jacques Attali, écrivain, économiste, conseiller, et que je vous remercie d'accueillir chaleureusement parmi nous ce soir. Oui. On va faire ça comme une conversation, ce sera mieux. Moi, je vais parler un moment, puis surtout, je crois que ce qui serait intéressant, c'est que je réponde à vos questions, qu'on bavarde, parce que j'ai aussi beaucoup à apprendre de vous. Le monde dans lequel nous sommes et là où vous êtes aujourd'hui est, comme toujours, particulièrement passionnant, pour une raison particulière, c'est que nous sommes vivants maintenant. Donc, c'est forcément la période la plus importante de l'histoire, puisque c'est celle où nous sommes là. Et en particulier aujourd'hui, c'est un moment où on peut avoir le sentiment qu'il y a beaucoup d'enjeux, à la fois à l'échelle individuelle pour chacun de nous, à l'échelle collective pour le pays, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Et on en voit chaque jour différentes manifestations. On peut avoir un sentiment particulier, en particulier quand on est comme vous, pour la plupart d'entre vous, je suppose, des chefs d'entreprise, c'est-à-dire chargés de conduire un groupe humain vers quelque chose qui soit durable, qui soit utile et qui soit conforme à une certaine éthique qu'on peut avoir. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on peut avoir un sentiment de désespoir devant l'ampleur des enjeux, les difficultés, les problèmes qui sont devant nous, et on peut avoir le sentiment que à 20 ans d'ici, on est certain d'une catastrophe. Je pourrais vous gâcher la soirée par la liste des catastrophes qui sont possibles et qui sont considérables. Alors, si je vais prendre une métaphore de foot pour commencer, c'est
aussi parce qu'on est là. Mais ne cherchez pas à savoir si je suis optimiste ou pessimiste. Je suis ni optimiste ni pessimiste. Dans un match de foot, si vous êtes comme là où nous sommes, c'est-à-dire spectateur, vous pouvez être optimiste ou pessimiste pour l'équipe que vous supportez. Ça a du sens. Mais quand vous êtes joueur de foot, si vous êtes optimiste ou pessimiste, dans les deux cas, vous allez perdre le match. Si vous êtes optimiste parce que vous pensez quoi qu'il arrive, vous allez gagner, et si vous êtes pessimiste parce que vous pensez quoi qu'il arrive, vous allez perdre. Il faut être donc ni optimiste ni pessimiste quand on joue le match. Il faut être positif, c'est-à-dire penser que le match peut être perdu, mais qu'il peut être gagné, et qu'il faut faire ce qu'il faut pour le gagner. Et c'est l'attitude que vous avez comme chef d'entreprise et qu'il faut avoir, et donc ne jamais se poser la question de savoir si on est optimiste ou pessimiste, parce que le simple fait de se poser la question, c'est une question de spectateur. Et par définition, un spectateur perd le match. En tout cas, il ne le joue pas. Donc, prenez ce que je vais dire dans cette perspective. Il y a d'énormes risques, mais on a les moyens de les combattre. Faisons rapidement la liste des grands enjeux devant nous. Il y a des enjeux planétaires qui sont gigantesques. Il y a des enjeux européens, il y a des enjeux nationaux, et puis il y a certainement aussi des enjeux ici sur lesquels je dirai un mot en conclusion, puis je garderai 20 minutes, puisque je dois vous quitter à 18h25, 30 à peu près. On gardera un quart d'heure, 20 minutes pour des questions. Je pense que les enjeux planétaires les plus importants tournent autour de la démographie et le climat, et la pauvreté qui sont liés l'un à l'autre. Le climat, je ne vais pas en dire davantage, on le sait, mais il faut le répéter sans cesse. Ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a 15 jours, 15 000 universitaires du monde entier ont signé un appel en disant que c'était la catastrophe, qu'on courait à la catastrophe, que le monde allait vers le désastre. Ça fait des titres pendant 10 minutes, et puis après quelque chose d'autre a fait un titre. C'est une réalité, il est très important de s'en occuper, ça exige une action de tous les jours, dans nos comportements quotidiens. Personne n'est indemne de cela, et en permanence on doit se demander ce qu'on fait pour réduire la consommation ou l'émission de gaz à effet de serre dans toutes les dimensions de notre vie, que ce soit la consommation alimentaire. Je signale que la consommation de viande est extraordinairement productrice de gaz à effet de serre, dans l'usage des produits ou du plastique non biodégradable. Il y a 1000 dimensions de notre vie quotidienne qui en sont une dimension importante, et dans lequel chacun d'entre nous a un rôle à jouer, sans penser que simplement ça se joue au niveau des grands décideurs mondiaux. La deuxième dimension importante, évidemment, c'est la démographie. Alors, nous sommes 7,5 milliards, en 2050 on sera 9 milliards, et sur les 9 milliards, sur les 7,5 milliards, il y en a 1 milliard en Afrique aujourd'hui, il y en aura 2 en 2050. Vous connaissez sans doute ce chiffre, mais il est absolument essentiel, surtout au bord de la Méditerranée. Nous aurons 2 milliards de personnes devant nous, et d'ici à 2050, ce nombre va progressivement augmenter. Ou nous aidons, ou nous faisons en sorte de faire en sorte que l'Afrique soit un lieu de grand développement, et ça peut être formidable pour nous aussi. Et je reviendrai là-dessus, ou nous ne le faisons pas, et alors il y aura 10, 20, 30, 100 millions de ces 2 milliards, ce qui sera au niveau, en pourcentage des 2 milliards petits, mais qui voudront venir en Europe. Nous serons toujours 500 millions, 100 millions de plus, c'est un problème. Aujourd'hui, on se plaint quand il y en a 20 000 qui arrivent. Imaginez ce qu'on aura à dire quand il y en aura 100 millions. Et on aura le plus grand mal à les renvoyer dans l'enfer, dont ils se seront partis, comme on le voit avec cet enfer, si en tout cas cet enfer se concrétise. Ce qui est d'ailleurs lié à la situation du climat, puisque le climat africain, par évidence, sera plus touché que nous encore par l'augmentation de la température, même si dans la zone tropicale, les choses sont assez différentes. Troisième dimension qui est extrêmement importante, qui va jouer un rôle à l'échelle du temps qui vient, c'est que nous sommes à la croisée des chemins entre l'évolution vers une globalisation des marchés, une ouverture des marchés. Vous êtes tous confrontés à l'exportation, à l'importation, une globalisation des marchés, mais pas la même globalisation de l'état de droit. Nous avons accepté progressivement que le marché soit mondial, mais on n'a pas accepté, ce qui est impossible à accepter, que la démocratie soit mondiale. Parce que la démocratie, on y tient, c'est notre nation, nous sommes une démocratie.
Mais nous ne sommes plus qu'une juxtaposition de démocratie à un moment où le marché devient mondial. Et donc le marché étant mondial alors que l'état de droit est national ou continental, quand on arrive à le faire un peu à l'échelle de l'Europe, forcément le marché lui-même est sans état de droit. Et donc on est dans un très grand nombre de domaines croissants où il y a un besoin de régulation globale et on n'a pas les outils. C'est le cas dans le climat, où à l'évidence il faudrait une régulation qui ne peut être que globale, parce que le climat c'est évidemment global. C'est le cas et la régulation globale du climat, ce serait soit des normes globales imposées, mais par qui? Soit un marché du carbone qui impose un prix du carbone, comme ça commence à exister de façon très sporadique d'un pays à l'autre, mais qui devrait être imposé à un prix beaucoup plus élevé. Il tourne autour de 6-7 dollars par tonne, ça devrait être au moins 50, sinon 100, pour arriver à ce que par le simple jeu du marché, on arrive à temps à réduire les émissions de carbone. Ça n'est pas, on ne peut pas imaginer que ce soit possible de le faire. Et il y a beaucoup d'autres domaines où une régulation globale est nécessaire, sans compter, ne serait-ce que l'actualité du jour, c'est-à-dire la possibilité de faire respecter le traité de non-prolifération nucléaire et d'interdire à un dictateur de passage de s'en doter. C'est très important ce qui se passe en Corée du Nord, parce que si la Corée du Nord se dote de l'arme nucléaire, comment pourra-t-on l'interdire à qui que ce soit? Et alors que depuis 60 ans, on a pu éviter une guerre nucléaire parce que l'arme nucléaire était entre les mains de peu de pays, 5 en principe, en fait, 8 ou 9, mais qui étaient raisonnables. À partir du moment où il y aura un de plus, même si on peut penser qu'il n'en jouera pas imprudemment, la probabilité que ceci se déclenche devient considérable. Donc, c'est un exemple de plus d'une régulation internationale. On peut prendre d'autres exemples. Le système bancaire, le système financier mondial, qui est aujourd'hui de nouveau complètement fou, avec tout ce qui se passe depuis 2008, où on a eu une crise de la dette, parce que la dette mondiale était de l'ordre de 250% du PIB mondial. Aujourd'hui, la dette mondiale est de 320% du PIB mondial. Mais à part ça, tout va bien. Et personne ne fait grand-chose pour le réguler. De même, on va ajouter un problème qui apparaît aujourd'hui, qui commence à faire les titres des journaux, c'est ce qui se passe avec les monnaies virtuelles, le Bitcoin, qui est un exemple très intéressant, une monnaie qui apparaît sur des technologies, mais qui correspond à quelque chose de très profond philosophiquement et politiquement. C'est que la monnaie jusqu'à présent était le miroir d'une nation, une monnaie créée par une banque centrale qui elle-même dépend d'une nation, ou dans le cas très particulier de l'Europe, d'une entité commune qui est une quasi-nation, ou une proto-nation, on appellera ça comme on voudra, en tout cas le système confédéral. Là, les monnaies qui apparaissent sont des monnaies sans nation, qui correspondent tout à fait à la logique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une logique où le marché l'emporte sur la nation, et si le marché l'emporte sur la nation, il est tout à fait normal, tout à fait prévisible, il était prévisible, moi, ça fait très longtemps que je dis que ça devait arriver, qu'on ait des monnaies qui apparaissent sans référence à une nation. C'est d'ailleurs, le Bitcoin est une forme très intéressante, qui ne fait que commencer d'autres, mais qui est une version technologique du Miles, qui est une monnaie d'entreprise. Et j'attends demain matin, ou dans 10 minutes, ou dans 6 mois, une monnaie technologique qui appartiendrait soit à Amazon, soit à Alibaba, qui serait une monnaie réservée aux achats faits à l'intérieur de cet ensemble, qui eux-mêmes couvrent des dimensions qui sont très supérieures à la plupart des nations du monde. Donc on voit, là aussi, sans aucune régulation. Dernier exemple d'une régulation qui serait nécessaire, l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui n'en est qu'à des balbutiements, et donc on peut dire que c'est un domaine qui est très important mais pas encore urgent, alors que le domaine du climat est à la fois important et urgent, que le domaine des monnaies commence à devenir plus qu'important et même urgent, puisque le Bitcoin a atteint des niveaux fous. Mais l'intelligence artificielle, c'est pas encore urgent. Mais en même temps, on sait, de façon à peu près certaine, que si on va se faire, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, l'intelligence artificielle prendra son autonomie et sera capable d'agir
dans son intérêt contre l'homme si elle l'estime possible. Donc là encore, il faudrait mettre en place des réglementations, on sait très bien lesquelles d'ailleurs, une charte internationale qui empêcherait les logiciels d'utiliser certaines règles et forcerait d'utiliser certaines règles qu'on connaît, on les a listées, elles sont connues, mais il n'y a pas d'instance pour mettre en forme et imposer, non seulement écrire un tel texte, mais encore moins pour la mettre en œuvre. De même, on pourrait prendre l'exemple de la mer, où il y a des besoins de lutte contre la piraterie, de lutte contre la pêche excessive, dont la Méditerranée est un exemple parmi d'autres. Donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels tout ceci serait nécessaire, mais ne sera pas fait. À l'échelle européenne, on peut le faire, et on arrive un peu à le faire, et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une période où il est très important de noter que si on n'arrive pas à l'échelle européenne de faire ça, on ne peut pas imaginer qu'on puisse le faire à l'échelle mondiale. Parce que si même les Européens qui ont connu tellement de violence entre eux ne sont pas capables de se mettre d'accord pour faire quelque chose ensemble, pourquoi le monde qui a une taille bientôt 20 fois supérieure à l'Europe, aujourd'hui c'est seulement un peu plus de 10 fois, mais bientôt ce sera 20 fois plus grand que l'Europe, serait capable de le faire. D'où l'importance de l'enjeu et de la construction européenne. Et aujourd'hui, on peut se dire que l'Europe est dans une situation particulièrement positive, opportune. D'abord parce qu'on se trouve en situation d'avoir une puissance américaine qui, pour la première fois depuis 1945, a décidé de se retirer et de s'intéresser qu'à elle-même, ce qui laisse un champ d'action à l'Europe, mais aussi oblige l'Europe à agir. Si les Européens n'ont pas eu de défense européenne, c'est parce que les Américains protégeaient l'Europe. Aujourd'hui, on n'a plus, et c'est pas lié simplement à M. Trump. M. Obama était dans le même état d'esprit, de se tourner vers le Pacifique, ce qui était d'ailleurs son idéologie personnelle, et en même temps de considérer que les Européens sont assez riches pour se prendre en main, et c'est plus aux États-Unis de le faire. Et M. Trump va dans la même direction, qui est une direction très profonde de l'évolution américaine. Et en même temps, on voit apparaître la puissance chinoise, qui, elle, dans 20 ans, aura une armée supérieure à celle des États-Unis, au moins égale. Alors que son niveau de vie par habitant sera encore entre le quart et le cinquième du niveau de vie américain. Mais parce qu'une armée, ça ne se compte pas par tête, ça se compte au total. Et donc la puissance, vous pouvez voir ce qui est en train de se passer. Si nous restons démunis, divisés, si nous n'avons même pas en Méditerranée des Coast Guards, comme l'ont les Américains ou les Chinois en mer de Chine, on n'est rien. Et donc, c'est pas à l'échelle individuelle qu'on peut le faire. Donc la construction d'une puissance européenne en matière de défense est absolument essentielle. Essentielle. Et d'ailleurs, il faut noter que c'est bien ça qui se joue en ce moment, puisque dans les plans proposés par les uns et les autres, et qui commencent à se mettre en œuvre, c'est bien d'une Europe de la défense qu'on parle, à côté de l'Europe économique, à côté de l'Europe monétaire, qui continue son chemin plus ou moins vite. Et donc, ce qui va se jouer dans les mois à venir sur la construction réelle d'une Europe de la défense sera déterminante tant en termes d'identité européenne, de capacité de nous défendre face à 1000 ennemis qu'on peut imaginer, ou craindre, ou en tout cas se préparer pour éviter qu'ils ne s'en prennent à nous, qui sera particulièrement difficile, puisque nous sommes en train de perdre la deuxième puissance militaire d'Europe, la Grande-Bretagne. La seule avec la France pouvait dialoguer de façon constructive, en particulier dans le domaine maritime, mais pas seulement dans la construction européenne. C'est pour ça qu'il ne faut pas se réjouir du Brexit. C'est pas une bonne nouvelle. Il faut toujours espérer qu'ils y renoncent, même s'il y a très peu de chances qu'ils y renoncent. Mais nous avons besoin de la Grande-Bretagne en matière de défense, et la Grande-Bretagne va disparaître comme le 50 et quelques États américains si ils finissent par entêtement, par faire ce qu'ils ont décidé démocratiquement de faire. Avec des conséquences tout à fait contraires à leur intérêt. Mais ce ne serait pas la première fois qu'une nation se suicide. C'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Pas dire que la Grande-Bretagne est morte. 20 ans plus tard, elle ressurgira autrement. Mais en tout cas, ce serait mauvais pour la Grande-Bretagne et mauvais pour nous. À l'échelle européenne, cela nous place, nous Français, dans une situation particulièrement puissante, puisque nous sommes objectivement
à 20 ans d'ici, la nation la mieux placée en Europe. En particulier pour conduire la construction européenne. Premièrement, nous sommes la mieux placée démographiquement. Dans 30 ans, au rythme actuel, et sauf modification massive de la politique d'immigration en Allemagne, il y aura plus de Français que d'Allemands. Comme d'ailleurs, je signale que dans 30 ans, il y aura plus de Nigérians que d'habitants des États-Unis. Plus de Nigérians que d'habitants des États-Unis. Je ne dis pas d'Africains, de Nigérians. Alors, Nigérian, c'est Nigeria, c'est pas Niger. Hein. Donc, vous voyez les mutations qui sont en marche. Il y aura d'ailleurs plus de Turcs que de Russes aussi, à peu près. Et donc, les changements, mais du point de vue de l'équilibre en Europe, la France va redevenir une grande puissance démographique, avec des conséquences économiques considérables sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, mais qui vont nous permettre aussi de créer les conditions de cette avancée européenne. Ce qui se joue en ce moment, d'ici à janvier en Allemagne, est aussi tout à fait déterminant, puisque si l'Allemagne maintient sa coalition actuelle, nous aurons une coalition très pro-européenne, même si le Parti socialiste allemand a du mal à l'accepter, ce que je peux comprendre, parce qu'ils ont la conviction que s'ils restent au gouvernement, ils vont disparaître l'élection suivante, ce qui est possible, mais les sociaux-démocrates allemands disent le pays passe avant le parti, donc c'est une très belle formule qui peut permettre d'imaginer qu'on va avoir un gouvernement allemand stable qui permettra d'avancer dans la construction européenne. Donc on a une embellie européenne là, qui tient à la fois du retrait américain, de l'émergence de menaces autour de nous et d'un alignement de planètes très particulier entre la France, qui a un gouvernement extrêmement allant sur la construction européenne, en particulier en matière de défense, et et avec un gouvernement allemand qui suivra. Je ne crois pas du tout à l'effondrement ni de la Grèce, ni de l'Espagne, ni de l'Italie, même si l'Italie va pas bien du tout, mais je pense que les élections italiennes du printemps prochain iront dans la bonne direction. Enfin, les Italiens sont arrangés pour que le système électoral reste paralysant. Donc, comme ça, ils auront un système paralysé, c'est ce qu'ils préfèrent. Donc, aucun parti n'aura la majorité, donc ils vont continuer à gouverner comme ils le font avec plusieurs partis, donc ils resteront dans l'alliance. Je ne pense pas que à l'heure où nous parlons, je ne pense pas que les partis qui veulent sortir de l'euro continueront à vouloir sortir de l'euro, puisque le mouvement dans l'opinion italienne a changé, en particulier avec le Brexit. Et donc, on a une conjoncture où on peut se trouver pendant 4 ans, ou 5 ans même, avec des gouvernements en Europe pro-européens et permettant de construire. L'Europe de la défense, c'est pas seulement des armées avec des dépenses, c'est aussi une industrie. Et il est en train de se mettre en place ce qu'on appelle JEDI dans ces sigles européens, mais qui en fait reprend un autre sigle qu'il faut connaître, c'est le DARPA américain, qui est la grande institution du ministère de la Défense américaine. Il faut bien voir que toute l'industrie de la technologie américaine n'est pas une industrie qui s'est faite ex nihilo par le simple bonne volonté de quelques sympathiques illuminés en basket dans les campus. Ça s'est fait parce que le ministère de la Défense américain le finance. Il le finance par cette institution qui s'appelle DARPA. Je vous invite à aller regarder sur leur site internet comment ils financent très longtemps à l'avance des projets de haute technologie qui vont ensuite avoir des conséquences militaires, mais pas seulement, et qui montrent que les États-Unis sont loin d'être une simple puissance libérale, pas du tout. Ils ont une vraie politique industrielle animée par le ministère. Nous voyons apparaître en Europe l'idée d'une DARPA européenne, et c'est une idée extrêmement importante, parce qu'elle pourrait, si elle se met en place avec beaucoup de moyens, ce qui n'est pas exclu, avoir des conséquences industrielles, et en particulier dans une région qui, comme la vôtre, pourrait avoir des raisons de penser qu'elle a des vocations à s'intéresser aux hautes technologies, tout à fait considérables. Donc, on voit que dans ces difficultés du reste du monde, de désordre et des chaos possibles, on a une fenêtre de tir, un alignement de planètes, une fenêtre d'opportunité très positive pour l'Europe qui est en train d'apparaître. Est-ce qu'elle va se réaliser? Je n'en sais rien. Pour ce qui est de la France, et sans faire de politique partisane, c'est pas mon rôle, je reste... si j'ai des choses à dire aux hommes politiques, je les dis en privé. Je pense qu'on est dans une situation où
La France a tous les moyens de réussir. Bon, elle s'est permis pendant 30 ans de ne pas se réformer. Aujourd'hui, elle a décidé de le faire, mais la France a toujours été comme ça. La France ne fait pas de réformes, elle fait des révolutions. Elle a et des révolutions heureusement pacifiques depuis quelque temps. Elle a fait une révolution en 1945 avec tout un ensemble de lois qui ont été mises en place, puis en 58, puis en 80. On peut aimer ou pas aimer ces trois-là. Et on peut aimer ou pas aimer celle qui se fait maintenant, mais la France agit par secousses. Pour une raison d'ailleurs qui correspond très profondément à sa culture, au choix de culture qu'elle a fait, c'est qu'alors que la France est à la fois une nation rurale et une nation maritime, elle a choisi, à mon avis à tort, d'être surtout une nation rurale et pas une nation maritime. Or, une nation rurale, c'est une nation qui préfère ce qui est continu, ce qui ne change pas. Le paysan a besoin que les saisons reviennent, que tout soit identique. Donc, il n'accepte pas le changement homéopathique qui, lui, vient de la mer, du mouvement, des étrangers qu'on reçoit, des marchandises qu'on reçoit. Pour un paysan, ce qui vient de l'extérieur est une mauvaise nouvelle. Pour l'habitant d'un port, ce qui vient de l'extérieur peut être une très bonne nouvelle. Ce qui fait qu'à la différence des pays qui ont choisi d'être maritimes et qui ont choisi de regarder la mer comme une chance, on ne l'a pas fait. Et donc, on agit par secousse. Et là, il y a une secousse qui vient et qui est tout à fait salutaire dans beaucoup de domaines, en particulier pour moi les plus importants, c'est l'éducation, qu'on appelle ça l'école, l'université, la formation permanente, l'apprentissage, la formation des chômeurs, tout ce grand complexe dans lequel nous avons un grand retard, mais qui est absolument déterminante pour que toutes les technologies de demain l'emportent. Avec aussi des mesures très importantes sur lesquelles moi j'insiste depuis très longtemps, c'est travailler, aider les gens des quartiers en difficulté à avoir un accès à peu près égal dès le plus jeune âge. Donc la mesure phare du dédoublement des classes maternelles me paraît essentielle, et tout ce qui suit et qui va suivre, je l'espère, en matière de formation professionnelle, de formation des chômeurs et d'apprentissage. Il y a là quelque chose qui ne pourra avoir d'impact que dans longtemps, mais qui s'inscrit dans les chances de la France. Et pourquoi je crois que la France a beaucoup de chance, et pourquoi je crois que les entreprises françaises ont beaucoup d'avenir. C'est que si on prend à nouveau un zoom sur ce qu'est le monde et la France, demain, le monde va avoir besoin de beaucoup de choses liées à des domaines dans lesquels la France se trouve par hasard, relativement bien placée, sinon très bien placée. Une des lacunes majeures de demain, une des rares choses qui va vraiment manquer, c'est l'eau. Nous allons manquer d'eau potable, nous allons manquer de façon vraiment considérable d'eau. Il se trouve que les premières entreprises d'eau du monde sont françaises. Il y a, dans les domaines dans lesquels nous allons avoir des besoins à l'échelle mondiale considérables, il y a l'agriculture. Nous sommes potentiellement très bien placés. Les domaines de la finance et de l'assurance vont être absolument déterminants. Nous sommes très bien placés. Les domaines de l'intelligence artificielle, des softwares, des logiciels, en principe, en apparence, on ne l'est pas, mais ce n'est pas tellement vrai. D'abord parce que dans l'intelligence fondamentale, nous le sommes. Nous sommes une des meilleures écoles mathématiques du monde. Et les meilleurs ingénieurs, beaucoup des meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley sont des Français qui sont partis. Il ne tiendrait qu'à nous de faire en sorte qu'ils reviennent. Donc nous avons un potentiel culturel très profond lié aux écoles d'ingénieurs, à la formation scientifique française, qui est une grande chance pour l'avenir. Et enfin, nous avons trois dimensions qui sont un potentiel considérable pour nous, qui sont premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe, dans laquelle nous allons être en situation progressivement de reprendre la main, je ne dirais pas contre nos amis allemands, mais avec nos amis allemands, ne plus être en situation d'attendre qu'ils acceptent quelque chose pour le faire. Le deuxième, c'est la francophonie, qui n'est pas du tout anecdotique, puisque si l'Afrique se développe et passe à 2 milliards, la francophonie va passer, si on sait bien la gérer, de 200 millions à 700 millions. Ça va aller très très vite, puisque la croissance démographique va se faire surtout dans la zone sahélienne qui est francophone, et encore faut-il être capable de le maintenir, parce que
On peut très bien imaginer au contraire que la francophonie disparaisse, parce que si on n'est pas capable de maintenir des écoles primaires en français, les nouvelles technologies vont permettre d'avoir des radios, des télévisions à très bas prix, qui vont permettre au contraire de refaire vivre les langues locales. N'oublions pas que l'imprimerie, quand elle est apparue en 1460, les futurologues de l'époque pensaient que ça allait permettre de généraliser l'usage du latin. 50 ans plus tard, le latin avait disparu. Parce que l'imprimerie a permis au contraire de faire utiliser les langues locales. Et c'est le même risque que nous avons avec les nouvelles technologies en Afrique. On va assister, ça peut participer de ce mouvement général d'une balkanisation de l'ensemble du monde, avec ce qui d'ailleurs est tout à fait utile pour le maintien de la diversité et le développement des cultures, et on peut être très pour cela, et le caractère biculturel sera essentiel. Donc je crois que si nous sommes capables, nous, d'utiliser ces technologies et d'utiliser et de maintenir le fait qu'on enseigne en français dans les écoles primaires d'une grande part de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la chance d'avoir un marché de 700 millions d'habitants potentiels, et on le voit avec la langue anglaise. La taille du marché dans sa langue est absolument déterminante pour créer les conditions d'un premier marché pour ses propres produits. Donc là, l'Afrique et la francophonie, c'est déterminant. C'est en tout cas une réserve de croissance qu'on n'a pas encore utilisée. La troisième réserve de croissance qu'on n'a pas encore utilisée à plein, c'est la mer. Nous sommes le deuxième espace maritime mondial et on ne l'a pas utilisé du tout. Ni en termes de ports, ni en termes de ressources halieutiques, ni en termes d'industries diverses, même si nous avons, parmi les premiers, un des tout premiers armateurs mondiaux, les Français, tous les records du monde sont battus par des Français. D'ailleurs, c'est frappant de voir que tous les records du monde de voile sont détenus par des Français. Nous avons d'excellents armateurs, d'excellents chantiers navals aussi. Donc on a une possibilité de présence maritime considérable. Je signale en passant que tous les atouts dont je viens de parler sont ceux de votre région. La mer, la francophonie, l'Europe, l'agriculture, les hautes technologies. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour être en tête de cela, tout. Et si j'avais à dire quelles régions de France sont les mieux placées, je pense que vous n'êtes pas la seule, mais une des régions de France les mieux placées pour bénéficier de ces potentialités d'avenir. J'en ajoute une dernière qui me paraît, pour ma part, importante. Je crois que dans les générations qui viennent, dans les jeunes, et ça réagit sur les plus âgés parce qu'ils les écoutent, on ne fera plus rien qui n'ait du sens. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, que ce soit de consommer, de se distraire, de travailler, d'agir, de voter, on veut que ça ait du sens. Ce que moi j'appelle agir d'une façon positive, c'est-à-dire agir dans l'intérêt des générations suivantes. On peut résumer, c'est la meilleure façon de résumer quelque chose d'utile, c'est d'agir dans le sens des générations suivantes. Quand on est un parent, on agit par nature dans l'intérêt des générations suivantes. On fait des sacrifices en fonction de ses enfants, on s'intéresse à leur éducation, on fait en sorte que ça ait du sens. On le fait en général dans cette partie de nos vies, mais trop souvent on ne le fait pas dans le reste de nos vies. On consomme sans s'occuper des conséquences de nos consommations, on ne cherche pas toujours à donner du sens à son travail, et on est souvent emporté par la tyrannie de l'instant dans chacune de nos manifestations. Je crois que dans les jeunes générations, c'est le contraire. C'est que on veut du sens dans son travail, on veut comprendre ce que sera le monde dans 50 ans, on veut, parce qu'on sait que dans 50 ans, quand on a 20 ans, on y sera. On sera là. Et donc c'est important de travailler maintenant dans le monde pour que le monde dans 50 ans soit vivable. Et il y a de plus en plus l'émergence du fait que la valeur de positivité, c'est-à-dire de l'éthique, apparaît comme fondatrice. Alors ça a commencé à apparaître bien sûr par l'émergence des ONG, qui ont été a priori quelque chose d'anecdotique, de secondaire, d'accessoire, mais si on regarde maintenant à l'échelle mondiale, les ONG sont des entreprises. Moi j'en dirige une aujourd'hui, c'est une entreprise.
un but non lucratif, mais c'est une entreprise, il faut la gérer, il y a des règles de management qui sont les mêmes. Ça représente une part du PIB mondial qui est de l'ordre de, alors selon les calculs, entre 15 et 30% du PIB mondial, c'est pas dérisoire, et ça croît. Ça attire beaucoup de monde. Beaucoup de jeunes préfèrent travailler avec des salaires plus bas dans des ONG que dans des entreprises, simplement parce qu'ils veulent du sens. Et on voit que ceci est en train de contaminer au bon sens le monde de l'entreprise. Les entreprises font de la RSE. Alors, parfois, quand elles sont cyniques, et j'en connais, elles ont compris que la RSE, ça coûtait moins cher que la publicité et ça rapportait plus. Donc elles font de la RSE de façon purement intéressée. Mais parfois, beaucoup, de plus en plus, elles en font parce qu'elles ont conscience que c'est important. Elles ont conscience aussi que leurs collaborateurs ont besoin d'être fiers de l'entreprise et donc ont besoin de pouvoir dire que sont une entreprise qui fait sérieusement de la RSE. Et on assiste maintenant à un basculement complémentaire où la RSE n'est plus quelque chose d'accessoire dans l'entreprise, mais vient au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si l'entreprise est socialement positive, c'est-à-dire si elle travaille dans l'intérêt des générations futures, si en particulier elle est pas discriminante pour les plus faibles, et parmi les plus faibles, il y a évidemment les femmes, dans lequel la discrimination est majeure et commence à peine à diminuer. Il y a les plus faibles de toute nature, les minorités diverses. Donc, au cœur de l'entreprise, il y a la politique des RH qui doit intégrer cette dimension. Il y a la politique des matières premières, des différents partenaires de l'entreprise. Est-ce qu'on sait d'où viennent les produits qu'on utilise? Est-ce qu'on sait si en bout de chaîne on n'utilise pas du travail des enfants? Toutes ces questions sont en train d'apparaître de façon centrale et viennent au cœur de l'activité de l'entreprise. D'une façon d'ailleurs qui n'est pas seulement éthique, elle est intéressée. Parce que de plus en plus, les clients se posent cette question. Vous verrez, vous allez voir de plus en plus les gens se dire, mais si j'achète un téléphone, comment il est fait? Si j'achète un t-shirt, comment il est fait? Il y a une émission récente à la télévision qui a montré que les t-shirts étaient faits par largement l'esclavage des enfants dans beaucoup de régions. Ces questions viennent, et c'est de l'intérêt de l'entreprise que de se les poser pour survivre. Et même, ça vient dans le monde financier, puisqu'on voit aujourd'hui dans le monde financier de plus en plus apparaître de nouveaux ratios de jugement des entreprises, où on juge les entreprises en fonction de leur positivité, de leur capacité à être des entreprises qui s'intéressent à l'avenir, et beaucoup de fonds d'investissement commencent à se poser la question de... Dans la fondation que je préside, nous avons d'ailleurs commencé à créer des indices de positivité des nations, des villes et des entreprises. Voilà, 6 ans maintenant qu'on publie un indice de positivité des nations en fonction de savoir quelle est la nation la plus avancée dans sa prise en compte de l'intérêt de l'avenir. Démographie, démocratie, place des femmes, lutte contre la corruption, transparence, écologie, enfin vous pouvez faire la liste. Et naturellement, c'est pas une surprise de voir que c'est les pays d'Europe du Nord qui sont les mieux placés. La France n'est pas géniale, hein, les 20e sur 40, 35 sur 40 à peu près. On n'a pris que les pays de l'OCDE, mais on commence à avoir une préoccupation de cela. Et là encore, je pense qu'une région comme la vôtre est particulièrement bien placée pour faire cette prise de conscience des intérêts écologiques, sociaux, environnementaux, parce qu'ils viennent forcément avec des populations qui ont un niveau de prise de conscience plus élevé que d'autres, qu'on trouve dans les entreprises qui sont dans cette salle. Donc, ces mutations qui sont à la fois technologiques, éthiques, renvoient à des perspectives qui, je crois, sont formidablement positives. Ça ne veut pas dire que j'écarte les risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crois vraiment que nous pouvons être à l'aube d'une formidable période de croissance mondiale. J'en suis convaincu. Nous pouvons aussi être à l'aube d'un désastre. Ça ressemble beaucoup, il m'est arrivé de le dire à plusieurs reprises, à la période des années 1907-1915. Si vous regardez en 1907,
vous avez comme maintenant un énorme progrès technique. Tout ce avec quoi nous vivons, la radio, l'électricité, la voiture, le train, l'avion, l'ascenseur, l'automobile, bien sûr, tout ça vient de cette époque. Ce changement brutal en 15 ans. Il y avait aussi un grand progrès démographique, un grand progrès démocratique, partout à travers le monde. Il y avait une globalisation, autour du monde en 80 jours, tout ça. Et donc tout était en place pour que le XXe siècle soit très heureux. Tout était en place pour que le XXe siècle soit très heureux. Et puis il y a eu 2 ou 3 grains de sable. Il y a eu du terrorisme, qu'on appelait nihilisme. Il y a eu une crise financière. Et la solution choisie par tous a été le repli et les gouvernements totalitaires. Et ça a donné, non pas seulement la Première Guerre mondiale, mais 75 ans de barbarie en Europe. Puisque ça commence en 14 et ça se termine en 89. On est exactement au même moment. On voit à la fois des signes fantastiques de progrès, dont je vais parler, mais on voit aussi les mêmes signes. Il y a quelque part le jeune Mussolini, le jeune Hitler, le jeune Lénine, qui en 1910 était inconnu, sauf Mussolini qui commençait à être connu, qui sont tapis, qui sont là. On voit des gouvernements de ce genre, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, en Turquie, un peu partout autour de nous. Donc, le risque d'un 21e siècle qui soit aussi épouvantable, avec un effet multiplicateur plus grand à cause de la puissance des armes et la taille des populations, est là. Ça dépend que de nous. Ça dépend vraiment que de nous. À nous, à vous, de faire en sorte qu'on tire la leçon du passé et qu'on fasse pour le meilleur. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. On a une petite demi-heure pour des questions. Oui ? Je veux qu'il y ait un autre micro. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc vous avez dit, ce qui est un message d'espoir en fait, que l'éthique va être un fondement pour le changement. Par rapport à l'économie globale, est-ce que vous pensez que c'est un réel moteur? Parce que l'éthique, c'est pas nouveau. C'est vrai que les jeunes ont besoin de sens, mais on a tous besoin de sens. Ça, c'est pas lié forcément à l'âge. Et est-ce que vous pensez que ce besoin d'éthique ou ce renouveau de l'éthique va réellement influencer sur justement le manque de structure du global? En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. C'est la seule chance qu'on a. Parce que l'éthique veut dire quoi? Ça veut dire la prise de conscience que on a intérêt à penser au bonheur des autres. Et cette pensée, cet altruisme qui s'oppose au cynisme inverse, correspond à des valeurs qui sont tout à fait vraisemblables, et pas du tout utopiques et réalistes. D'abord parce que ça passe par une première prise de conscience, c'est que j'ai intérêt à être altruiste. Quand je suis commerçant ou quand je vends quelque chose, j'ai intérêt à ce que mes clients soient contents. Donc j'ai intérêt à être altruiste. J'ai même intérêt à être altruiste à l'égard des générations suivantes parce que c'est elles qui paieront ma retraite. Donc j'ai intérêt à être altruiste. J'ai intérêt à être altruiste parce que j'ai intérêt à ce que les gens soient bien formés parce que la collectivité sera en meilleur état et qu'ils soient mieux soignés parce qu'ils ne seront pas contagieux, etc. Donc j'ai intérêt à être altruiste. Et cette prise de conscience-là est en train de venir. Alors, si on pousse à l'extrême, cet intérêt à être altruiste, cet altruisme rationnel peut pousser vers la mise en place d'un ordre collectif. Au fond, l'altruisme rationnel dont je parle, c'est ça qui a fondé le projet européen. J'ai intérêt à être altruiste à l'égard des Grecs, parce que s'ils sortent, c'est la catastrophe. J'avais intérêt, quand on était français dans les années 50, à être altruiste à l'égard de l'Allemagne, parce que si l'Allemagne repart dans la mauvaise direction, si on refait la même erreur qu'en 1920, après la Première Guerre mondiale, c'est la catastrophe. Donc on a pris conscience progressivement qu'on avait intérêt à l'altruisme. Et les Allemands ont pris conscience aussi qu'ils avaient intérêt à être altruistes
à l'égard de ceux qu'ils parfois critiquent comme étant les Méditerranéens, parce qu'ils sentent bien qu'ils en ont besoin aussi pour leur propre développement. Donc cette prise de conscience de l'altruisme nous a conduit, nous en Europe déjà, à mettre en place un état de droit. Et cette prise de conscience de l'altruisme est absolument fondamentale à l'échelle de la planète sur les questions dont j'ai parlé tout à l'heure. Autant qu'elle commence chez chacun de nous, dans les entreprises, dans notre vie quotidienne, dans toutes les dimensions de la vie. Je suis assez convaincu. Alors, est-ce que ça va être suffisant? Je me suis assez convaincu qu'il y a une grande vague là-dedans. On le voit dans beaucoup de dimensions de la société collective. Ça ne veut pas dire que c'est faire l'économie de ce que les dirigeants doivent faire. Bien sûr, il y a des choses que les dirigeants doivent faire. Je vais prendre cette semaine, personnellement, une initiative avec beaucoup de monde pour que le G20 prochain prenne des décisions très importantes. Je vous invite à regarder les réseaux sociaux à partir de lundi, vous verrez ce que nous allons lancer. Parce que je crois que les dirigeants du G20, au prochain G20 qui a lieu en septembre ou octobre, la date n'est pas fixée, en Argentine, vont avoir des décisions capitales à prendre sur le climat, sur l'intelligence artificielle, sur le numérique, sur la dette publique, enfin beaucoup de sujets. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter d'attendre qu'ils les prennent. On doit faire quelque chose chacun à notre niveau. Et accessoirement, vous pouvez aussi faire de la politique. Je vous y invite. Merci. Pas de question ou la question est lointaine? Si, il y a une question. Bonsoir, Monsieur Attali. On est ravis de vous entendre ce soir. Moi, j'ai une question sur le PIB et sur l'utilisation du PIB comme mesure de la richesse des pays, alors qu'on sait qu'en même temps que on produit cette richesse, on en détruit beaucoup. Et si vous avez une formule ou si vous travaillez sur ce sujet, pour avoir une meilleure référence mondiale sur l'impact des pays sur l'écologie, évidemment, et l'environnement. Alors, on a beaucoup cherché, il y a beaucoup d'indices qui ont été créés, qui ne sont pas à la place, mais complémentaires. Donc, il y a l'indice du développement humain, l'IDH, que je vous invite à regarder, qui est fait par les Nations Unies, qui est très sérieux, qui regroupe un certain nombre de paramètres. Et il y a l'indice du bonheur qui a été fait par l'OCDE, qui est pas mal fait. La fondation que je préside, nous avons produit un autre indice qui regroupe le PIB avec 40 autres paramètres pour mesurer la façon dont chaque nation s'intéresse au long terme. Donc il faut regarder un peu tous ces paramètres. Mais on ne peut pas empêcher le PIB d'être un des acteurs importants puisqu'il mesure la production. Mais quand on regarde que lui, en effet, c'est très trompeur parce qu'on voit que le flux, on ne voit pas le stock. Et on ne voit pas comment il est en effet détruit pour augmenter le flux. Donc en effet, c'est un indice extrêmement trompeur de ce qu'est la richesse d'une nation. Donc il ne faut pas se focaliser dessus. Très trompeur. Bonsoir, M. Attali. Vous parliez tout à l'heure du grain de sable qui peut faire tout flancher. Est-ce que, sans parler des bitcoins qui sont une petite bulle par rapport à l'énorme bulle qui se représente à nouveau comme en 2008, est-ce que le nouveau grain de sable, il n'est pas là, c'est la bulle financière qui risque d'exploser à nouveau dans les semaines ou les mois ou les années qui viennent? Oui, oui, bien sûr. Ouais, il y a d'abord la bulle coréenne, nord-coréenne, qui peut sauter d'une seconde à l'autre. Mais si on en reste sur le sujet de la bulle financière, là, vous savez, chacun d'entre nous, on est tous comme ça. On est tous dans l'état d'esprit d'appliquer des vieux principes, qui est de dire après moi le déluge, je fais des dettes, je verrai après, le long terme ça m'intéresse pas, je serai mort, ou de dire encore un instant monsieur le bourreau, ou d'appliquer cette phrase d'un homme politique français qui a été oublié, mais qui a été quand même important dans l'histoire de France, qui est M. Henri Queuille, un homme intelligent qui a fondé le Crédit Agricole, qui fait un bon ministre du Travail, enfin de la Santé aussi, et qui disait cette phrase terrible: il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Qui malheureusement est parfois vrai, mais évidemment jamais vraiment vrai. Parce que quand on dit une absence de solution, c'est que la solution vient d'ailleurs. Et soit elle vient de la guerre, soit elle vient de quelque chose qui est extérieur. On est d'ailleurs très souvent dans cette vision eschatologique que quelque chose va venir de l'extérieur qui va régler le problème.
ça peut être le Messie, ou ça peut être le progrès technique. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on a l'idée que le progrès technique va apporter la réponse à tout. Et donc, on fait des dettes en disant, mais c'est pas grave, la croissance va les avaler. Quand on regarde l'histoire humaine, il y a toujours eu des dettes, et les dettes, il y a toujours eu 4 façons de les faire disparaître. Le progrès technique, la croissance, l'inflation ou la guerre. Pas 5, 4. Alors voilà, aujourd'hui, les dettes remontent. L'inflation, c'est très difficile parce que l'inflation est très bonne pour les jeunes et très mauvaise pour les gens âgés, au-dessus de 40 ans. Et comme les électeurs ont partout dans le monde, la majorité des électeurs ont plus de 40 ans, les hommes politiques, je parle sous le contrôle de l'un d'entre eux, vont plus dans les maisons de retraite que dans les maternelles, parce que, en principe, c'est là que ça vote, même si les maternelles ont un impact sur ceux qui votent, qui devrait être plus important. Mais donc, il n'y a pas d'inflation parce que la majorité du corps électoral partout dans le monde ne veut plus d'inflation. Pas seulement en Allemagne, partout dans le monde. Donc l'inflation est paralysée. La croissance pourrait, grâce au progrès technique, avaler tout ça, mais sinon il restera une autre solution où on dira soit une guerre réelle, soit une guerre virtuelle. On dira, écoutez, c'est très simple, hein, vous nous avez prêté de l'argent, très bien, mais la situation est telle que je décide que le prêt que vous m'avez fait, c'était un impôt. Circuler, il n'y a rien à voir. Sur là, il n'y a plus de dette. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer que le problème se résout. Alors quand on ne peut pas savoir. Ça peut durer 3 semaines ou 10 ans encore. Parce que tout ça maintenant est à l'échelle mondiale. On a des gouvernements plutôt, des banques centrales plutôt correctes, plutôt bien gérées. Pas les gouvernements, mais les banques centrales à l'échelle mondiale, les Anglais, les Européens, les Américains, les Canadiens, les Chinois, les Japonais. Les banquiers centraux, si tant est qu'il y avait un gouvernement de sages quelque part, c'est plutôt eux. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'impact sur la réalité. Madame Yellen, qui quitte son mandat, vient de faire un discours hier, je vous invite à regarder, pour une fois libre, où elle a dit on va vers le désastre. Parce que la dette mondiale devient folle. Elle ne l'a jamais dit quand elle était en fonction, mais elle le dit le jour où elle quitte sa fonction. Mais c'est vrai qu'on va vers le désastre. C'est vrai qu'on y va. Alors le désastre serait une nouvelle crise qui... D'où ça viendra, je ne peux pas savoir. Ça peut venir de 1000 façons. Ça peut venir d'une bulle qui explose en Chine, ça peut être une bulle sur les dettes étudiantes aux États-Unis, ça peut venir d'une grande entreprise. Parce que comme les taux d'intérêt sont très bas et que les gens doivent... Il y a un enjeu très important. Comme les personnes âgées sont de plus en plus nombreux, il faut payer les retraites. Pour payer les retraites, il faut que pour les fonds de pension, il faut absolument qu'ils tirent une croissance de leurs ressources très supérieure au taux de croissance. Or, pour faire court en économie, vous ne pouvez pas avoir un rendement du capital qui soit durablement supérieur au taux de croissance. Sauf si vous écrémez tout pour le prendre dans certains endroits. Ou si vous prenez des risques énormes. Et c'est pourquoi les fonds de pension et les compagnies d'assurance ont pris des risques, plus les fonds de pension que les compagnies d'assurance d'ailleurs, en prêtant à des entreprises très risquées. Très risquées. Et en prêtant cher, puisque c'est très risqué. Mais en croyant que ça va durer. Donc pour l'instant, on n'a pas de très grandes catastrophes, je dis bien, je pèse mes mots, on n'a pas de très grandes catastrophes, on a des catastrophes de taille moyenne, mais pas de très grandes catastrophes d'entreprises à qui on a prêté beaucoup d'argent très risqué et qui se cassent la figure. Si on commençait à voir ça, à ce moment-là, les gens diraient « Ouh là là, mais à qui j'ai prêté ?» Et là, on peut avoir une défaisance du système. Ça peut arriver dans 5 minutes. Il y avait des raisons pour que ça arrive la semaine dernière, c'est pas arrivé. Donc, on continue d'être dans l'optimisme général. Ça peut durer, ça peut encore durer 10 ans. Ça peut durer 10 ans. Bonsoir, Monsieur Attali. Vous parlez du redémarrage de la croissance. N'est-il pas illusoire de croire que la croissance va repartir comme avant, puisqu'avant la croissance était basée surtout sur la construction d'infrastructures et qu'on est plutôt dans un modèle où on est là pour optimiser les ressources. Et ma question subsidiaire, c'est est-ce que l'indice de croissance actuel est
est toujours valable, ou est-ce qu'il n'y a pas un autre indice à trouver pour déterminer l'avancement de l'économie? Là encore, je crois avoir, peut-être je me suis mal fait comprendre, mais avoir répondu en partie à cette question tout à l'heure. Pour les besoins d'infrastructure, j'ai pas de doute. Il y a des besoins d'infrastructures gigantesques, ne serait-ce qu'en Afrique, où les besoins d'infrastructures sont gigantesques, aux États-Unis, où les besoins d'infrastructures sont gigantesques parce qu'ils sont à l'abandon. En Europe, c'est pas parce qu'on a fait quelques lignes de TGV qu'on n'a pas besoin d'infrastructures, il y en a besoin énormément. Non, je ne crois pas qu'on ait une saturation d'infrastructures. Et si vous promenez, comme je le fais par métier ou par passion un peu partout à travers le monde, vous verrez que les infrastructures en Asie sont désastreuses, et qu'il y a en effet quelques coins du monde où on peut dire que c'est bien fait. Non, je ne pense pas qu'il y a ce risque, mais en même temps, il y a d'autres besoins qui sont très importants. D'autres besoins, et j'ai essayé de dire tout à l'heure qu'il y avait d'autres indices pour le mesurer, et qu'il ne faut pas, nous, se contenter de ça. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que l'indice de développement humain ou l'indice de positivité que nous avons mis en place soit encore plus visible et soit plus encore... nous sommes en train de le développer d'ailleurs pour les régions et les villes. Nous commençons à développer l'indice de positivité des villes et on va classer progressivement les villes françaises pour voir laquelle est la plus positive. Et on espère que cette émulation aidera les entreprises à vouloir être plus positives, puisqu'une ville positive, ça attirera davantage de gens intéressés par un univers positif. Donc il y a une sorte de dynamique vertueuse qui peut se mettre en place. De même pour les entreprises. Dernière question, si vous voulez bien, avant que je vous laisse. Oui, 2 dernières questions. Oui. Oui, bonsoir. J'aimerais réagir simplement sur la gestion de conflits, puisque à l'échelle de l'entreprise, on cherche à armer nos collaborateurs de moyens pour gérer les conflits, et je réalise que finalement, à l'échelle mondiale, on est encore à parler simplement de s'armer tout court. Et donc, quelle est votre vision à ce sujet? Est-ce que c'est plutôt simplement une question de qui aura le plus d'armes, ou est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui d'autres moyens à développer? Non, on a quand même des institutions qu'on a mis en place pour ça. On a créé les Nations Unies. Il y a beaucoup de forums de débat, mais parfois ça échappe. Pour l'instant, ça échappe pas trop. On a des règles de... Faut bien voir, dans l'élément optimiste ou positif, les statistiques ont été publiées l'année dernière et qui sont très frappantes. Il n'y a jamais eu moins de violence dans l'histoire humaine que maintenant. En pourcentage par tête d'habitants, bien sûr. Jamais. Et pas seulement de violence militaire, mais même de violence, disons, criminelle. Ça peut paraître étrange, parce que c'est contre-intuitif, mais les chiffres sont frappants. Il y a beaucoup moins de crimes par tête d'habitants dans le monde, ou en Europe, ou en France, prenez où vous voulez, en ce moment qu'au XIXe siècle, ou quand même il y a 50 ans. Et même de morts de guerre, évidemment beaucoup moins que... alors il y a simplement le sentiment, quand on regarde les chiffres de très près, que depuis 2 ans, les courbes sont en train de se retourner. Dans toutes les formes de violence. Peut-être qu'elles sont en train de se retourner. Comme d'ailleurs, les courbes d'espérance de vie sont peut-être en train de se retourner. Jusqu'à présent, l'espérance de vie était en train de monter, partout dans le monde. Et là, on a l'impression qu'elles sont en train de... Par exemple, aux États-Unis, l'espérance de vie des hommes blancs entre 30 et 50 ans s'effondre depuis 2 ans, depuis 3 ans. D'ailleurs, ça a été l'occasion d'un prix Nobel d'économie l'année dernière. Donc, en France, il y a eu une petite incertitude depuis 2 ans sur l'évolution de notre espérance de vie. Donc il y a peut-être des changements qui vont dans le... Mais pour l'instant, c'est plutôt sous contrôle. Alors, est-ce que ça va le rester? Je ne sais pas, mais en tout cas, les collectivités humaines ont des moyens de gérer la violence plutôt corrects pour l'instant. Je ne pense pas qu'on ait de risque, à l'exception de ce qui se passe en Corée du Nord, d'un affrontement mondial à 20 ans d'ici. Mis à part le cas de la Corée du Nord. Les affrontements possibles entre la Chine et les États-Unis sont entre 2 superpuissances qui n'ont pas de raison de se faire la guerre. Ils ont intérêt à considérer l'autre comme un ennemi pour pouvoir s'armer, pour justifier de demander à leur population des armes, mais pas de se faire la guerre. Je ne crois pas. Je ne crois pas que la Russie va y faire la guerre pour nous envahir. Alors, il peut y avoir des engrenages stupides. Sarajevo était stupide en 1914. Il peut y avoir des engrenages. Mais il n'y a pas de raison objective de se faire la guerre. Dernière question. Merci. Vous avez évoqué la valeur de l'eau. Vous pourriez partager quelques insights sur ce que vous pensez du futur de l'eau et comment ça va se jouer économiquement et à tous les niveaux. Bon, d'abord,
l'eau tout court, on n'en manque pas, hein, puisque la mer est là. Les techniques de dessalination existent, donc on pourrait penser que c'est réglé. Justement, dans l'état actuel des techniques et des techniques prévisibles, la dessalination, c'est vraiment très cher. Très très cher. Donc il y a des... on a le sentiment qu'on va vivre avec le stock d'eau potable disponible, et que la dessalination va rester marginale. Et si on prend le stock d'eau potable disponible, alors là, c'est clair, pour faire court, la quantité d'eau par habitant de la planète va diminuer de moitié, je dis bien de moitié, en 20 ans. En 20 ans. La quantité d'eau potable par habitant va diminuer de moitié en 20 ans. Pour deux raisons. À la fois parce qu'il y a une croissance démographique, et parce que on utilise de plus en plus l'eau dans l'industrie. L'eau qu'on boit est tout à fait secondaire, c'est même pas 10% de l'usage de l'eau potable. Mais dans l'industrie, on a besoin d'eau quasi potable, et aussi en agriculture, où la transformation de l'agriculture, le basculement de l'agriculture vers la consommation carnée est un désastre en termes de consommation d'eau. Désastre. Pourquoi d'ailleurs je suis convaincu que dans 50 ans, nous serons tous végétariens, qu'on le veuille ou non. Parce que la consommation de viande est un désastre pour les émissions de gaz à effet de serre et pour la consommation d'eau. Donc il y a des manques d'eau évidents, certains. Alors en plus, comme l'eau ne se trouve pas là où est la population, il y a des régions où vous avez de l'eau. Par exemple, en Afrique tropicale, vous avez de l'eau, mais pas dans l'Afrique subsaharienne. Il y a des très grandes régions de la planète où vous avez beaucoup de monde et pas d'eau. Il y a certaines régions où il y a beaucoup de monde et de l'eau, comme la région de la Mésopotamie ou la région du Bangladesh, mais toute l'Inde, vous n'avez pas d'eau. En Amérique latine, vous avez de l'eau, mais sur l'Amazone, pas là où il y a la population. Et vous avez de grandes régions de la planète qui ont beaucoup de monde et pas d'eau. Donc l'effondrement de la quantité d'eau disponible par habitant va se faire sentir très bientôt, très rapidement. On a aujourd'hui déjà plus d'1 milliard de personnes qui sont en situation de stress hydrique. Et on parle de 2 milliards en 2030 en situation de stress hydrique extrême, c'est-à-dire qui ont la moitié de l'eau disponible nécessaire par habitant. Là, les guerres de l'eau sont une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Mais je ne veux pas conclure sur une note négative. Je suis très optimiste sur ce qu'on peut faire, en particulier sur l'eau, parce qu'à partir du moment où ce problème existe, on trouvera des solutions. Je vous remercie. Le mot de la fin pour vous remercier tous de votre présence ce soir et remercier Monsieur Attali. Et donc, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite un bon retour. Nous, on va chercher du sens dans nos entreprises.